Eh bien, merci. Et merci à tous les délégués réunis, les sommités et les professionnels des médias et un merci spécial à l'hôte de la conférence de Munich sur la sécurité pour avoir pu organiser un événement aussi incroyable. Nous sommes évidemment ravis d'être ici, nous sommes heureux d'être ici et une des choses que je voulais parler aujourd'hui, bien sûr, de nos valeurs communes et c'est formidable d'être de retour en Allemagne, comme vous l'avez entendu plus tôt. J'étais ici l'année dernière en tant que sénateur des États-Unis. J'ai vu un ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État étranger, David Lamy, et j'ai plaisanté que nous avions tous les deux des emplois différents l'année dernière par rapport à maintenant. Mais maintenant, c'est le moment pour tous nos pays, pour tous ceux qui ont été assez chanceux pour recevoir le pouvoir politique de nos peuples respectifs, pour l'utiliser judicieusement afin d'améliorer leur vie. Et je veux dire que, vous savez, j'ai été chanceux durant mon temps ici, passer un peu de temps hors des murs de cette conférence au cours des dernières 24 heures. Et j'ai été tellement impressionné par l'hospitalité des gens, même si, bien sûr, ils se remettent de l'horrible attaque d'hier. Et la première fois que j'ai été à Munich, c'était avec J'étais en fait avec ma femme, qui est ici avec moi aujourd'hui pour un voyage personnel. Et j'ai toujours aimé la ville de Munich et j'ai toujours aimé ses habitants. Et je tiens à dire que nous sommes très touchés et nos pensées et prières vont à Munich et à tous ceux affectés par le mal infligé à cette belle communauté. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous vous soutiendrons certainement dans les jours et semaines à venir. Merci. J'espère que ce n'est pas le dernier applaudissement que je reçois, mais nous nous réunissons à cette conférence, bien sûr, pour discuter de la sécurité. Et normalement, nous parlons des menaces pour notre sécurité extérieure. Je vois de nombreux grands leaders militaires rassemblés ici aujourd'hui. Mais bien que l'administration Trump soit très préoccupée par la sécurité européenne et croit que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, nous croyons aussi qu'il est important dans les années à venir que l'Europe prenne des mesures significatives pour assurer sa propre défense. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur externe. Et ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, le repli de l'Europe et de certaines de ses valeurs fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, j'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment et semblait ravi que le gouvernement roumain ait annulé toute une élection. Il a averti que si les choses de Syriza ne se déroulent pas comme prévu, la même chose pourrait arriver en Allemagne aussi. Ces déclarations désinvoltes, mais sont choquantes pour les oreilles américaines. Depuis des années, on nous a dit que tout ce que nous finançons et soutenons est au nom de nos valeurs démocratiques partagées. Tout de notre politique en Ukraine à la censure numérique est présenté comme une défense de la démocratie. Mais est-ce quand nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous maintenons à un standard suffisamment élevé. Et je dis nous-mêmes parce que je crois fondamentalement que nous faisons partie de la même équipe. Nous devons faire plus que parler de valeurs démocratiques, nous devons les vivre. Maintenant, dans la mémoire vivante de plusieurs d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a opposé les défenseurs de la démocratie à des forces beaucoup plus tyranniques sur ce continent. Et considérer le camp dans ce combat qui censurait la dissidence, fermait les églises, annulait des élections, étaient-ils les gentils? Certainement pas. Et Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont ni apprécié ni respecté toutes les bénédictions extraordinaires de la liberté. La liberté de surprendre, de se tromper, d'inventer, de construire. Il s'avère que vous ne pouvez pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire. Et nous pensons que ces choses sont certainement liées. Et malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, il n'est parfois pas très clair ce qui est arrivé à certains des gagnants de la guerre froide. Je regarde vers Bruxelles où des commissaires de l'Union européenne avertissent les citoyens
qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période d'agitation civile dès qu'ils repèrent ce qu'ils jugent être, je cite, du contenu haineux. Ou dans ce pays même où la police a effectué des raids contre des citoyens soupçonnés d'avoir publié des commentaires antiféministes en ligne dans le cadre de la citation « Lutte contre la misogynie sur Internet, une journée d'action ». Je regarde vers la Suède où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un militant chrétien pour avoir participé à des brûlures de Coran qui ont entraîné le meurtre de son ami. Comme le juge dans son affaire l'a noté de manière glaçante, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression ne garantissent pas, et je cite, un laissez-passer pour faire ou dire n'importe quoi sans risquer d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Et peut-être le plus inquiétant, et je regarde nos très chers amis du Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a particulièrement mis les libertés fondamentales des Britanniques religieux dans la ligne de mire. À Iturbey, il y a un peu plus de 2 ans, LA, le gouvernement britannique a accusé Adam Smith-Connor, un physiothérapeute de 51 ans et un ancien combattant de l'armée, du crime odieux d'être resté debout. 50 mètres d'une clinique d'avortement et priant silencieusement pendant 3 minutes, ne gênant personne, n'interagissant avec personne, simplement en train de prier silencieusement seul. Et après que les forces de l'ordre britannique l'ont repéré et ont exigé de savoir pourquoi il priait, Adam a simplement répondu que c'était pour le fils à naître qu'il et son ancienne petite amie avaient avorté des années auparavant. Maintenant, les agents n'étaient pas émus. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les zones tampons du gouvernement qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions pouvant influencer la décision d'une personne dans un rayon de 200 mètres autour d'un centre d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres en frais juridiques à l'accusation. Maintenant, je souhaiterais pouvoir dire que c'était un coup de chance, un exemple unique et fou d'une loi mal rédigée appliquée contre une seule personne. Mais non, en octobre dernier, il y a seulement quelques mois, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans ce qu'on appelle des zones d'accès sécurisées, les avertissant que même prier en privé chez eux pourrait constituer une infraction à la loi. Naturellement, le gouvernement a exhorté le lecteur à signaler tout concitoyen soupçonné coupable de crimes de pensée. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, je crains que la liberté d'expression soit en recul. Et dans l'intérêt de la comédie, mes amis, mais aussi dans l'intérêt de la vérité, j'admettrai que parfois les voix les plus fortes pour la censure ne sont pas venues d'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les entreprises de médias sociaux pour censurer ce qu'ils appelaient des fausses informations. La désinformation comme, par exemple, l'idée que le coronavirus avait probablement fui d'un laboratoire en Chine. Notre propre gouvernement a encouragé des entreprises privées à faire taire les personnes qui osaient exprimer ce qui s'est avéré être une vérité évidente. Je viens d'ici aujourd'hui non seulement avec une observation, mais avec une proposition. Et tout comme l'administration Biden semblait désespérée de faire taire ceux qui exprimaient leurs opinions, l'administration Trump fera précisément le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble là-dessus. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons ne pas être d'accord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que nous soyons d'accord ou non. Nous sommes forts pour ça maintenant au point, bien sûr, que la situation est devenue si mauvaise que ce mois de décembre, la Roumanie a purement et simplement annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base de soupçons fragiles d'une agence de renseignement et d'une pression énorme de ses voisins continentaux. Maintenant, si j'ai bien compris, l'argument était que la désinformation russe avait contaminé les élections roumaines. Mais je demanderai à mes amis européens de garder une certaine perspective. Vous pouvez penser qu'il est mal que la Russie achète des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le pensons certainement. Vous pouvez même la condamner sur la scène mondiale. Mais si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique d'un pays étranger, alors elle n'était pas très forte au départ. La bonne nouvelle, c'est que je pense que vos démocraties sont beaucoup moins fragiles que beaucoup de gens ne le craignent apparemment.
Et je crois vraiment que permettre à nos citoyens de s'exprimer librement les rendra encore plus forts, ce qui, bien sûr, nous ramène à moi, où les organisateurs de cette conférence elles-mêmes ont interdit aux législateurs représentants des partis populistes, de gauche comme de droite, de participer à ces conversations. Encore une fois, nous n'avons pas à être d'accord avec tout ou n'importe quoi que les gens disent. Mais quand des personnes représentent, quand des dirigeants politiques représentent une importante circonscription, il nous incombe au moins de participer au dialogue avec eux. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, de l'autre côté de l'Atlantique, ça ressemble de plus en plus à de vieux intérêts enracinés, se cachant derrière des meulets de l'ère soviétique comme désinformation et fausses informations, qui n'aiment tout simplement pas l'idée que quelqu'un ait un point de vue alternatif, pourrait exprimer une opinion différente ou, Dieu nous en préserve, voter autrement ou pire encore, gagner une élection. Maintenant, c'est une conférence sur la sécurité. Je suis sûr que vous êtes tous venus ici prêts à discuter de la manière dont vous comptez précisément augmenter les dépenses de défense au cours des prochaines années, en accord avec un nouvel objectif, et c'est excellent. Parce que, comme le président Trump l'a clairement indiqué, il croit que nos amis européens doivent jouer un rôle plus important dans l'avenir de ce continent. Et vous entendez ce terme process, le partage du fardeau, mais nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens prennent des mesures pendant que l'Amérique se concentre sur les zones du monde qui sont en grand danger. Mais permettez-moi aussi de vous demander, comment allez-vous même commencer à réfléchir au type de questions budgétaires si nous ne savons pas ce que nous défendons en premier lieu? J'ai déjà entendu beaucoup de choses lors de mes conversations et j'ai eu de nombreuses excellentes conversations avec beaucoup de personnes réunies ici dans cette salle. J'ai beaucoup entendu sur ce dont vous avez besoin pour vous défendre et bien sûr c'est important. Mais ce qui me semblait un peu moins clair et certainement je pense pour de nombreux citoyens d'Europe, Laos, c'est de savoir précisément ce pourquoi vous vous défendez. Quelle est la vision positive qui anime ce pacte de sécurité commun que nous croyons tous si important? Et je crois profondément qu'il n'y a pas de sécurité si vous avez peur des voix, des opinions et de la conscience qui guident votre propre peuple. L'Europe fait face à de nombreux défis, mais la crise que ce continent traverse actuellement, la crise que je crois que nous affrontons tous ensemble et de notre propre fait. Si vous avez peur de vos propres électeurs, il n'y a rien que l'Amérique puisse faire pour vous. De même, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le peuple américain qui m'a élu et qui a élu le président Trump. Vous avez besoin de mandats démocratiques pour accomplir quelque chose de valeur dans les années à venir. N'avons-nous rien appris du fait que des mandats faibles produisent des résultats instables? Mais il y a tant de choses de valeur qui peuvent être accomplies avec le genre de mandat démocratique qui, selon moi, découlera d'une plus grande écoute des voix de vos citoyens. Si vous allez profiter d'économies compétitives, si vous allez profiter d'une énergie abordable et de chaînes d'approvisionnement sécurisées, ensuite vous avez besoin de mandats pour gouverner parce que vous devez faire des choix difficiles pour profiter de toutes ces choses. Et bien sûr, nous savons cela très bien en Amérique. Vous ne pouvez pas gagner un mandat démocratique en censurant vos opposants ou en les mettant en prison. Que ce soit le chef de l'opposition, une humble chrétienne priant chez elle ou un journaliste essayant de rapporter les nouvelles. Vous ne pouvez pas non plus gagner en ignorant votre électorat de base sur des questions telles que qui fait partie de notre société commune. Et parmi tous les défis pressants auxquels les nations ici représentées sont confrontées, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que la migration de masse. Aujourd'hui, presque une personne sur 5 vivant dans ce pays est venue ici de l'étranger. C'est bien sûr un record historique. C'est un nombre similaire d'ailleurs aux États-Unis, également un record historique. Le nombre d'immigrants qui sont entrés dans l'Union européenne depuis des pays non européens a doublé entre 2020 et 2022 seulement. Et bien sûr, il a beaucoup augmenté depuis. Et nous savons que cette situation ne s'est pas matérialisée dans un vide. C'est le résultat d'une série de décisions conscientes prises par des politiciens partout sur le continent et ailleurs dans le monde au cours d'une décennie. Et nous avons vu les horreurs causées par ces décisions hier dans cette même ville.
Et bien sûr, je ne peux pas en parler à nouveau sans penser aux terribles victimes qui ont eu une belle journée d'hiver à Munich gâchée. Nos pensées et prières sont avec elles et le resteront. Mais pourquoi cela est-il arrivé en premier lieu? C'est une histoire terrible, Sarah Tapper, mais c'est une que nous avons entendue beaucoup trop souvent en Europe et malheureusement trop souvent aussi aux États-Unis. Un demandeur d'asile, souvent un jeune homme dans la vingtaine, déjà connu de la police, fonce en voiture dans une foule et bouleverse une communauté. Combien de fois devons-nous subir ces revers effroyables avant de changer de cap et d'orienter notre civilisation partagée dans une nouvelle direction? Aucun électeur sur ce continent n'est allé aux urnes pour Easter, c'est pour ouvrir les vannes et les lignes à des millions d'immigrants non vérifiés. Mais vous savez pourquoi ils ont voté? En Angleterre, ils ont voté pour le Brexit. Et que l'on soit d'accord ou pas, ils ont voté pour. Et de plus en plus partout en Europe, ils votent pour des dirigeants politiques qui promettent de mettre fin à la migration incontrôlée. Maintenant, il se trouve que je suis d'accord avec beaucoup de ces préoccupations. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense simplement que les gens s'en soucient. À propos de leur foyer, ils se préoccupent de leurs rêves, ils se soucient de leur sécurité et de leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et ils sont intelligents. Je pense que c'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant mon bref passage en politique. Contrairement à ce que vous pourriez entendre à deux montagnes d'ici à Davos, les citoyens de toutes nos nations ne se considèrent généralement pas comme des animaux instruits ou comme des rouages interchangeables d'une économie mondiale. Et il est guère surprenant qu'ils ne veuillent pas être ballottés ou constamment ignorés par leurs dirigeants. C'est le rôle de la démocratie de trancher ces grandes questions lors des élections. Je crois que ignorer les gens, ignorer leurs préoccupations ou pire encore, fermer les médias, fermer les élections ou exclure les personnes du processus politique ne protège rien. En fait, c'est la façon la plus sûre de détruire la démocratie. Et s'exprimer et donner son opinion n'est pas une ingérence électorale, même lorsque des gens expriment des vues en dehors de votre propre pays et même lorsque ces personnes sont très influentes. Et croyez-moi, je le dis avec humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans des réprimandes de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Mais ce que la démocratie allemande, ce qu'aucune démocratie américaine, allemande ou européenne ne survivra pas, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et préoccupations, leurs aspirations, leurs appels à l'aide sont invalides ou indignes d'être considérés. La démocratie repose sur le principe sacré que la voix du peuple compte. Ce n'est pas de place pour des pare-feux. Respectez le principe ou vous ne le faites pas. Les Européens, le peuple a une voix. Les dirigeants européens ont un choix et je suis fermement convaincu que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Vous pouvez accueillir ce que votre peuple vous dit, même lorsque c'est surprenant, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et si vous le faites, vous pouvez affronter l'avenir avec certitude et confiance, sachant que la nation vous soutient tous. Et pour moi, c'est la grande magie de la démocratie. Ce n'est pas dans ces bâtiments de pierre ni dans ces beaux hôtels. Ce n'est même pas dans les grandes institutions que nous avons construites ensemble en tant que société partagée. Croire en la démocratie, c'est comprendre que chacun de nos citoyens a de la sagesse et une voix. Et si nous refusons d'écouter cette voix, même nos combats les plus réussis assureront très peu de choses. En tant que pape, Jean-Paul II, à mon avis, l'un des champions les plus extraordinaires de la démocratie sur ce continent ou un autre, a dit un jour « N'ayez pas peur ». Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui ne sont pas en accord avec ses dirigeants. Merci à tous. Bonne chance à vous tous. Que Dieu vous bénisse.